Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Bonjour à tout le monde. Et je suis Dr Seyna Bouba de la commission scientifique. Et commencer déjà par présenter toutes les excuses de la commission scientifique et du comité d'organisation pour ce léger différé par rapport au début de cette session. Nous avons eu quelques soucis techniques pour regrouper les personnalités, les éminentes personnalités de ce panel. On ne pourra pas dire que c'est parce que c'est un forum des femmes que nous sommes en retard, mais enfin, nous dirons plutôt que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques et d'embouteillages que nous sommes en retard. Merci d'être présents. Alors, nous avons aujourd'hui pour ce panel, nous avons la co-modération de Madame le ministre, Madame Raymonde Goudou Kofi, actuel gouverneur des districts des Lacs de Côte d'Ivoire et ancienne ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, qui donc peut aujourd'hui parler de CSU, mais également ancienne ministre de la Femme en Côte d'Ivoire et qui donc a toute sa place au niveau de ce panel de femmes et de santé dans la prise en charge dans la CSU, l'accélération de la mise en place de la CSU en Afrique. Aujourd'hui, vous avez également la co-modération de Madame Agnès Souka, que je laisserai le soin à Madame Raymonde Goudou Kofi, le soin de la présenter pour co-tirer ce panel où nous avons ceux qui seront en présence, ceux qui sont en présentiel et ceux également qui pourront intervenir en ligne, notamment Madame Karaïcha Abdul-Karim et Madame le prix Nobel, Madame Ouedet Bouchamaoui. Je vous remercie. Madame Goudou Kofi, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé ce matin. Je voudrais donc vous présenter le docteur Agnès Souka, qui est donc la directrice de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement. Paris, donc le 21 juin 2021, Dr Agnès Souka est nommée au poste de responsable de la division santé et protection sociale de l'Agence française de développement et prend ses fonctions à compter du 28 juin 2021. Elle aura pour mission de coordonner l'action de l'AFD en faveur de l'accès à des soins de qualité et à une protection sociale pour tous, la réduction de la mortalité maternelle et infantile ou encore la résilience face au dérèglement climatique. Titulaire d'un doctorat en économie et d'un master en santé publique de Johns Hopkins University aux États-Unis, ainsi que d'un doctorat en médecine et d'un master en nutrition de l'Université de Nancy, Agnès Souka bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans la santé et la réduction de la pauvreté en Afrique, en Asie et en Europe.
C'est donc avec elle que je vais donc co-présider ce panel. Et je voudrais donc lui passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr Goudou Kofi, et merci pour cette présentation et bienvenue à tous ce matin pour parler ensemble d'un sujet qui nous passionne tous, qui est la couverture santé universelle, avec un angle tout à fait particulier, qui est le leadership féminin dans la montée de cet agenda et dans le suivi des actions politiques et programmatiques qui vont nous amener tous ensemble sur cette route de la couverture santé universelle. Pour cela, aujourd'hui, nous avons un panel tout à fait remarquable qui va nous apporter son expérience sur ce sujet et comment ils ont travaillé, et ils travaillent encore à faire la promotion du leadership féminin et comment ils le vivent au quotidien. Et pour démarrer cette session, je voudrais donner d'abord la parole à un homme, mais je crois que cet homme pourrait avoir un doctorat honoraire, honoris causa, en féminisme. C'est une femme honoraire. Et donc, je voudrais présenter Monsieur Alj Assi, qui est président de la Fondation Kofi Annan International au Sénégal, mais qui est également coprésident du Conseil mondial de surveillance de la préparation aux pandémies, le GPMB, de l'OMS et de la Banque mondiale. Monsieur Sy a une carrière tout à fait distinguée puisqu'il a occupé de très hautes fonctions en tant que secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le plus grand réseau humanitaire du monde, et auparavant a occupé des postes de responsabilité à l'UNICEF, à l'UNICIDA, au Fonds mondial, et c'est toujours attaché à promouvoir le principe d'accès universel aux soins de santé, en particulier pour les femmes et les enfants. Monsieur El Hadj Assi, vous avez été donc vous êtes aujourd'hui le président de la Fondation Kofi Annan International. On sait que la Fondation vise à promouvoir une meilleure gouvernance mondiale et à renforcer les capacités des populations et des pays pour parvenir à un monde plus juste et plus sûr. L'égalité des sexes et la participation pleine et égale des femmes dans tous les domaines de la vie, en particulier la prise de décision, font partie intégrante de la décennie d'action et de réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Avez-vous un programme spécifiquement orienté vers la promotion du leadership féminin, notamment pour renforcer leur rôle dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la CSU en Afrique? Merci beaucoup, Agnès. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que j'accepte le doctorat honoris causa. Et, vous savez, il nous suffit parfois tout simplement d'être réalistes et d'ouvrir nos yeux et de nous rendre compte de l'évidence. L'évidence, c'est que l'humanité est composée de deux parties, des hommes et des femmes, presque à moitié égales. Dans mon pays, le Sénégal, c'est 52% de femmes contre 48% d'hommes. Comment peut-on une seule fois imaginer alors le développement, comment peut-on imaginer le mieux-être, comment peut-on imaginer une cohésion sociale en ignorant tout simplement la moitié de la population au niveau national? Au niveau global, comment peut-on l'atteindre en ignorant tout simplement la moitié de l'humanité? Donc, je pense que ce que l'on appelle souvent la promotion des femmes, ce n'est rien d'autre que de créer les conditions donc, favorables pour la participation de tous et de toutes. Et on se rend compte qu'à chaque fois que l'occasion s'est présentée et qu'on a eu l'opportunité d'ouvrir des occasions ou bien d'ouvrir des postes de leadership et on fait appel à des talents, la réponse est très souvent féminine. Elle est féminine au niveau de la santé, parce qu'on parle certainement de leadership féminin et couverture sanitaire universelle en Afrique. Et ce leadership, on s'exerce à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la santé, c'est plutôt en surnombre. Parce que n'importe qui visite une structure sanitaire donc, de nos pays ne voit pas une moitié de femmes, mais peut-être 3/4 de femmes.
3/4 de femmes comme patientes, femmes comme mères, femmes comme épouses, femmes comme personnel de santé. Mais si l'on se rend compte également aussi au niveau intermédiaire, c'est toujours le surnombre. Cependant, si l'on voit au niveau du leadership, on se rend compte donc, que ce ratio est un peu en déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important donc, de réfléchir ensemble pour voir, d'une part, quelles sont les conditions qui favorisent l'ascension des femmes à ce leadership, mais également aussi quelles sont les contraintes qui existent, qui font que, en fait, beaucoup n'y parviennent pas. Et je pense qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire dans la création de cet environnement favorable. D'abord, pour prendre l'équité comme quelque chose d'extrêmement important et ne pas simplement accepter que oui, on a essayé, que ça n'a pas marché. Prenons exemple donc des choses très simples que nous faisons au quotidien dans l'exercice de nos fonctions. Donc, nous ouvrons un poste de leadership et nous voulons qu'il y ait ce qu'on appelle un gender balance, nous voulons qu'il y ait une diversité, mais nous faisons notre shortlist, on se rend compte, on a 7 femmes, donc un homme. Ah oui, on a fait de notre mieux, mais de ce qu'on a pu faire. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit que ce n'est pas acceptable. Essayons encore. On revient avec 2. Je dis non, ce n'est pas acceptable. Essayons de nouveau. Et comme par miracle, on se retrouve donc avec un équilibre des 2 côtés. Et voilà, on fait une compétition qui est une compétition équitable et rude. Et en fin de compte, donc, les femmes se retrouvent à ce poste-là. Et on nous félicite souvent en nous disant, oui, vous êtes des gender champions. Bon, c'est le terme qu'on a utilisé à Genève souvent. Vous avez fait plein de choses pour faciliter l'accès des femmes dans vos organisations. Mais en fait, on n'a absolument rien fait. Bon, pourquoi devons-nous être félicités? Nous n'avons pas financé les études de ces femmes. Nous n'avons pas été là à leur côté quand il fallait compétir. Nous avons tout simplement appelé les talents et être tout à fait conscient qu'il faut créer cet environnement et ne pas accepter le fait que, on se retrouve tout simplement avec le business as usual. Et partant de cela, donc, si l'on voudrait mettre ça au niveau donc, des objectifs donc, millénaires et de développement, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on comprenne que le leadership s'exerce à tous les niveaux. Au niveau communautaire, d'abord, combien de femmes sont-elles là-bas? Donc, ignorées, pas validées, pas reconnues, qui exercent un leadership au quotidien. Donc, pour nourrir les familles, pour maintenir la cohésion sociale, pour maintenir même, je dirais, la paix. Combien sont-elles donc, dans nos différentes structures? C'est la raison pour laquelle je commençais par les structures, les institutions au niveau desquelles donc, nous travaillons. Donc, ils font ce travail au quotidien. Pourquoi sont-elles en surnombre à un niveau et en minorité à d'autres? Et je crois que c'est là où se trouve véritablement le problème que nous devons ensemble élucider. Créons cet environnement favorable. Essayons de faire l'effort nécessaire pour nous ouvrir. Essayons également aussi cet environnement favorable au niveau de nos institutions, donc d'exercer la diversité qui soit attractive donc, pour les femmes. Comment peut-on avoir un senior leadership team, comme on l'appelle, qui soit composé seulement d'hommes? Bien sûr, donc les gens ne se reconnaissent pas dans ce senior leadership team, ce n'est pas forcément là où on veut aller, ils ne se reconnaissent pas dans le discours, ils ne se reconnaissent pas dans les attitudes et les comportements, et je pense que c'est là où il faut changer, et c'est à travers ce changement de comportement et d'attitude et la création de cet environnement favorable. Et la Fondation Kofi Annan, donc, qui continue de porter l'héritage de Kofi Annan, qui a été pas un champion, mais tout simplement un réaliste à ce niveau, quelqu'un qui a été très sincère donc, dans son approche, et ne pas tout simplement tenir le propos donc, comme discours, mais l'exercer au quotidien. Et je pense que nous continuons à nous inspirer de cela et nous engageons partout où nous sommes, que nous n'acceptions pas que ce déséquilibre soit maintenu, que nous n'acceptions pas que si l'on a un panel, par exemple, comme celui d'aujourd'hui, souvent on a eu des panels composés que d'hommes, et nous faisons comme exemple et nous nous engageons qu'à ce moment-là, si c'était le cas, nous descendions tout simplement du panel pour commencer. Donc, parfois, les gens pensent que c'est un peu vraiment du sensationnel, mais non, il faut être réaliste à tous les niveaux. Et je pense qu'encore une fois, il n'est pas possible de se développer seulement avec une moitié, quelle que soit la moitié. Et en ce qui concerne la population,
au niveau national et au niveau global, nul ne peut atteindre ces objectifs si la moitié de la population est ignorée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hadj, pour ces mots tellement forts. Laissez-moi maintenant demander à Magda Robalo, qui est directrice générale des femmes de santé mondiale, femmes dans la santé mondiale en français. Docteur Magda Robalo est médecin de santé publique avec une carrière professionnelle remarquable. Donc, elle a été ministre de la Santé. Elle a travaillé au bureau de l'OMS pour l'Afrique pendant plusieurs années. Et elle est aujourd'hui la présidente et la cofondatrice de l'Institut pour la santé globale et le développement et la vice-présidente du comité d'éthique et de gouvernance du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et membre suppléante du conseil d'administration du Fonds mondial pour la circonscription de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Magda, le leadership des femmes scientifiques dans la gouvernance, la conception, le financement et la prestation des systèmes de santé est un volet fondamental des mesures pour renforcer les systèmes de santé. Donc, vous êtes aujourd'hui, en tant que directrice générale mondiale de femmes dans la santé mondiale, donc Women in Global Health. Comment voyez-vous les normes et les pratiques aujourd'hui et ces pratiques sont-elles discriminatoires et est-il urgent de s'y attaquer pour améliorer la santé des femmes et leur accès à la couverture santé universelle? Merci beaucoup, Dr Souka, pour cette question. Tout d'abord, je voulais remercier professeur Marie Kolsek et les organisateurs de nous avoir invités à cet important débat et saluer mes co-panélistes pour leur engagement dans la promotion de la femme dans le leadership dans le domaine de la santé. Pour répondre à la question sur les barrières discriminatoires envers les femmes, tout d'abord, je voulais dire que les barrières sont multiples. Parfois, elles sont visibles, parfois, elles sont cachées, parfois, elles sont même invisibles, de telle sorte que, puisque on est né dans un monde où les normes sociales, culturelles et autres nous sont imposées dès la naissance, nous avons tendance à penser que le monde est comme ça et on n'a pas conscience, en fait, de la discrimination auquel nous faisons face dès l'enfance et nous grandissons avec des perspectives qui ne sont pas réelles et très souvent, c'est lorsque nous devenons adultes, on se rend compte et parfois c'est très difficile de lutter contre certaines pratiques qui ont été internalisées, qui ont été inclus dans notre comportement et qui nous empêchent d'avancer. Je disais donc que les barrières discriminatoires, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, elles sont au niveau social, dans nos communautés, imposées par nos parents, par la société. Elles existent aussi au niveau de nos locaux de travail, dans la société en général et au niveau de l'école. Souvent, c'est où on apprend aussi à certaines pratiques qui nous empêchent en tant que femmes d'avancer. Je vais vous donner deux exemples qui pourront nous mieux illustrer la dimension des discriminations qui sont millénaires et qui ont tellement infiltrer nos sociétés que ça devient difficile, mais c'est pas un combat inutile, il faut le mener
pour que nous puissions arriver à une société qui soit égalitaire, qui soit prospère, où aussi bien l'homme que la femme puissent jouir d'une meilleure santé et de tout ce que les sociétés progressives peuvent nous offrir. Le panéliste qui m'a précédé, mon grand frère Eladj Assi, nous a dit que le monde est dans beaucoup de pays, de par le monde, les femmes sont la majorité. Dans le secteur de la santé, 70% des travailleurs et de la santé, aussi bien des professionnels que le personnel de soutien, sont des femmes. Mais lorsque on arrive au poste de décision, au poste de gestion, au poste de leadership, on se rend compte qu'à peine 25% de ces postes-là sont occupés par des femmes. Donc, dans le processus d'entrée dans la carrière et de progression, les femmes restent à l'écart et c'est les hommes qui arrivent à des positions de leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières, je disais, parfois visibles, souvent cachées, parfois invisibles, qui empêchent les femmes de progresser parce qu'elles deviennent des mamans, parce que dès le bas âge, on a fait comprendre aux femmes que pour elles, c'est mieux d'être une infirmière ou une sage-femme que d'être un médecin. Heureusement qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les femmes sont majoritaires dans les professions telles que la médecine, mais à l'intérieur de la profession, il y a très peu de femmes qui sont chirurgiens, par exemple, et il y a toujours encore beaucoup de discrimination, beaucoup de barrières à l'intérieur même de la classe qui empêchent les femmes qui arrivent à être médecins d'occuper certains secteurs qui sont destinés, soi-disant, aux hommes. Lorsque on regarde l'écart de salaire entre hommes et femmes, il y a un rapport qui vient d'être publié il n'y a pas longtemps, en juillet de cette année, par l'Organisation internationale du travail et par l'OMS, qui fait état d'un écart de salaire de 25% entre hommes et femmes dans le secteur de la santé. C'est le plus grand écart dans un secteur de l'économie qui a déjà été trouvé. C'est un écart qui est beaucoup plus grand lorsque on arrive à des postes plus élevés. Donc, entre un homme et une femme à des postes seniors dans le système de santé, l'homme gagne plus que la femme. Et comme on sait, les hommes sont beaucoup plus représentés au niveau des postes de décision. Et on se rend compte aussi que les secteurs de l'économie où il y a majorité de femmes, souvent, il y a des écarts dans les salaires. Et la santé est un bon exemple où les femmes sont la majorité et l'écart de 25% en matière de salaire entre hommes et femmes est le plus grand écart qu'on a identifié dans les différents secteurs de l'économie. Donc, juste pour vous dire que c'est systémique, il y a beaucoup de lois écrites et non écrites qui empêchent les femmes de devenir à part égale dans les postes de décision. On a fait une étude regardant depuis que l'Assemblée mondiale de la santé est organisée jusqu'à nos jours et on s'est rendu compte que de tous les temps, les hommes sont majoritaires en tant que chefs de délégation des pays à l'Assemblée mondiale de la santé. Et pourtant, les femmes sont majoritaires dans le domaine de la santé, mais lorsqu'on prend des décisions dans une assemblée aussi importante que l'Assemblée mondiale de la santé, c'est les hommes qui se présentent, c'est les hommes qui, en majorité, prennent ces décisions-là qui vont gouverner la vie de nous tous. Parfois, j'entends
les femmes dire il faut nous donner notre place. Moi, je trouve que ça aussi, ça fait partie d'un discours qui nous a été enseigné, imposé depuis le bas âge. C'est pas nous donner notre place, c'est à nous de prendre notre place par d'abord identifier que lorsqu'on nous dit qu'il faut que les garçons aillent à l'école et que les femmes restent dans la maison pour aider avec les tâches ménagères, qu'on sache que lorsqu'on va éduquer nos enfants, que ce soit différent pour que la nouvelle génération puisse ne pas avoir les mêmes problèmes que nous avons eus. Lorsque une femme devient enceinte dans son lieu de travail, il faut que nous tous, nous puissions lutter pour qu'elle ne soit pas pénalisée parce qu'elle va rester à la maison pendant 3 mois, pendant 6 mois, pour son congé de maternité. Lorsqu'on nous dit qu'une femme ne peut pas être ingénieure spatiale ou dans tout un autre domaine, il faut savoir que les femmes sont aussi compétentes que les hommes pour travailler dans des domaines qui sont dominés par les hommes. Donc, c'est les barrières sociales, les barrières structurelles et systémiques qui existent dans nos pays, dans nos familles, dans notre société, dans nos lieux de travail, qui nous empêchent de arriver à une société qui est plus égalitaire et qui réussisse ces objectifs avec l'homme et la femme travaillant main dans la main. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci pour la question. Merci beaucoup, Magda. Let me move to our panelists who are online. Dr. Karasha Abdul Karim, are you here? Yes. Wonderful. Dr. Karasha Abdul Karim is an epidemiologist and a researcher, she is the UNAIDS Special Ambassador for Adolescents and HIV. But most importantly, she's been the recipient of sorry, I just want to say the name correctly. She's been the recipient of the Japan Prize, the Noguchi Japan Prize. Sorry, there's a mistake on the notes. The Noguchi Japan Prize. And this latter honor individuals who, through exceptional achievements in the fields of medical research and medical services, contribute to the health and well-being of the African populations and humanity as a whole. And she's also notably the recipient of South Africa's highest honor, the Order of Mapungubwe. Dr. Karasha Abdul Karim, as a recipient of such an honor as a scientist, how do you see health professionals like you to contribute to universal health coverage? It's not always clear how scientists can contribute to access to services. How do you see your role as a promising scientist, as a both scientist and activist in UHC? Thank you very much for that warm introduction and for the question. I just want to start by thanking the organizers for the opportunity to be part of this very eminent panel on the important topic of universal healthcare and accelerating progress towards achieving it globally. I also want to thank the previous panelists for their comments and contributions. And I'm delighted to have this opportunity to talk about the contributions of science in terms of enhancing our goals of achieving universal healthcare. So the first, and I'm going to draw on my own experiences in terms of the role of science, is really critical first step. And we all benefit a lot from the discoveries that have been made. More recently, we've seen, for example, the role of science in changing our response to the COVID-19 pandemic, and how vaccines and therapeutics have enabled us to look at things in face of fear and uncertainty, to
one where we can now start talking about transitioning from a pandemic to endemic living. But always it is about what in the many challenges that face us and the health of our nations, our health individually, that science plays a critical role in terms of identifying problems and then finding solutions to those problems. But I think that the solutions are an important first step. The really critical role that science can play is how do we enable and make those scientific discoveries accessible, affordable, and being used by the populations who are most in need. And I think this is where we see some of the major gaps coming in terms of those who have access and those who don't. And it tends to be low middle income countries that are usually last in the queue in terms of being able to even think about some of these interventions as part of healthcare provision. And I want to reflect for a minute or two on HIV, because that's the epidemic that we've been seeing most recently prior to COVID-19, where there's something like 39 million people living with HIV across the globe. And in 1995, we saw the announcement of triple therapy that was changing lives in industrialized countries in terms of AIDS being an inevitably fatal condition to one that was chronic and manageable. But for at least a decade, the rest of the world couldn't have access to those drugs, those life-saving medication. And Africa, that has 70% of the global burden of infection, continued to see large numbers of people dying because these drugs were unaffordable. And it took a couple years and the establishment of the Global Fund for AIDS, TB, malaria, other presidential programs such as the PEPFAR program from the US government, and then also local governments committing to treatment access. And the key issues that contributed to that was, one, we had the scientific discovery. Two, we had advocacy efforts where people were saying it was unacceptable that some people could live a normal life in one part of the world because they could afford the medication, and then in other parts of the world, they continued to die, and particularly in large numbers in Africa that bears this high burden. Importantly, as those drug prices came down to about $1 a day, by 2004, we started to see, for the first time, I think, in the history of humanity, that anybody, anywhere in the world, could have equal access to the scientific breakthrough. I want to talk on two other issues. The one is that a unique feature of the HIV epidemic in sub-Saharan Africa is the age-sex difference when men get infected versus when women get infected. And young women, 15 to 24 years, we know just in 2021, we saw a new infection in women 15 to 24 years every 2 minutes. So just think about that. Every 2 minutes in 2021, a new young girl between the ages of 15 to 24 acquired HIV. And since about the mid-90s, our team has been one, highlighting this increased burden of infection in young women compared to their male peers. Two is the gap in terms of available technologies that women could use to prevent themselves from acquiring infection. And I'm really pleased today, some 35 years since raising this issue, we now have at least one technology that women can access. That has been increasing. And we have, for example, a 2-monthly injection called cabotegravir that was tested in many countries in Africa, and we still have to wait for access.
And we hope that not just by participation in trials, not just by leading some of these efforts to fill the gaps in terms of our knowledge, and this is also equally being contributed by men and women, that we can make change in the field of reducing mother-to-child transmission. For many years, the mother in maternal and vertical transmission was forgotten. And I think these all are important foundations in terms of, one, how do we find solutions to challenges that we have? What are these challenges that are being neglected because they happen to be an increased burden in Africa? How do African scientists play a leading role? Two is, are we missing things when men make decisions alone, and by not including women, are we seeing gaps that are not being filled? And three, how do we increase the critical mass of women who are contributing to scientific discoveries through the science, technology, innovation platforms? How do we play increasing roles as role models to show that this can be done in Africa, and it can be done by men and women, and that as we look at sustainable development, UHC is very much part of it. And lastly, that as we move forward, it's not just the discoveries, it is also about how we take those discoveries and ensure that they meet the needs of the populations most in need. Otherwise, they will be meaningless if we make scientific discoveries and they one unaffordable, they're unaccessible, and they're not trusted by people, and they're not being used by people. So I hope that provides some insights into the role of science in terms of accelerating our goal of UHC. Thank you. Thank you so much, and thank you for highlighting how scientific discoveries can really contribute to making life better for young women, and to improving access to services, because we know better and we have the tools to reach them. Nous allons maintenant passer à la prochaine panéliste. Est-ce que Madame Ouieded Bouchamaoui est en connecté? Oui, je vous vois. Très, très bien. Très bien. Ravie de vous voir, Madame Bouchamaoui. Donc, ancienne présidente de 2011 à 2016 de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, et première femme à avoir été élue à ce poste. Vous êtes consacrée meilleure femme d'affaires du monde arabe en 2013, et surtout, vous obtenez le prix Nobel de la paix en 2015 pour votre action au cours du printemps arabe. Aujourd'hui, membre du conseil de l'ONG Leaders for Peace, vous œuvrez à la prévention des conflits. La couverture sanitaire universelle, clairement, ne peut être envisagée que dans un contexte de promotion de la paix. Quelles expériences pouvez-vous partager avec nous sur le rôle de la santé et de la couverture santé universelle dans cet agenda que vous poursuivez de la paix? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la ministre d'État, Madame Awa Marie Coll, de son engagement, de son enthousiasme et surtout de son savoir-faire pour gérer donc tout ce beau monde dans ce prix Gallia. Mes remerciements aussi vont à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. C'est pour moi un honneur d'être membre du comité donc du Forum Gallia et moi de contribuer au moins à rendre visible la santé en Afrique. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'ancienne présidente du patronat, moi je pense que nous avons une responsabilité à nous chefs d'entreprise, pour vraiment instaurer l'assurance santé pour chaque ouvrier et chaque ouvrière. Ça permet de leur donner des droits, ça leur permet aussi de leur dire qu'ils ont droit, ils ont accès à la santé, comme ils ont accès aussi à on a accès à la vie, à un excellent environnement d'affaires, mais aussi nous avons besoin aussi d'avoir accès à la santé.
certes, la santé n'est pas, la couverture de la santé n'est pas universelle. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à ce que ce soit la couverture sanitaire soit universelle. Nous avons en Tunisie, donc dans notre constitution, le droit à la santé, ce qui permet d'obliger, parfois on a besoin d'un cadre légal pour obliger tous les intervenants à respecter et à mettre en place cette couverture, parce que les femmes, malheureusement, dans tous les pays du monde, sans aucune distinction, elles souffrent et elles sont toujours marginalisées. Premièrement, parce que peut-être aussi qu'elles ne connaissent pas leurs droits, et ça, c'est dû au manque de l'information, de l'éducation et de la communication. Donc, c'est pour ça, moi, j'ouvrirai une petite parenthèse pour dire que l'éducation est primordiale pour que nous, femmes, sachions nos droits, sachions nos obligations et on peut le réclamer. Deuxièmement, c'est moi, je pense que c'est très important. Ensuite, il y a aussi le côté infrastructure. Dans plusieurs pays d'Afrique, il y a le manque d'infrastructures nécessaires pour que les femmes ramènent leurs enfants, pour que les femmes se soignent, pour que les familles se soignent, ou bien les dispensaires sont loin de leur habitat, ou bien elles n'ont pas les moyens financiers pour prendre un transport pour accéder à la santé. Et aussi, il y a autre chose, peut-être aussi dans les régions communautaires, en Afrique principalement, dans les régions éloignées, il n'y a pas assez de médecins. Les gens, et je le remarque chez nous en Tunisie, les jeunes et médecins préfèrent toujours rester dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations et refusent parfois d'aller et travailler dans ces régions-là. Donc, il y a le manque d'infrastructures, le manque de compétences dans ces régions-là, ce qui laisse aujourd'hui toujours la femme, d'une manière générale, le maillon faible de cette couverture sociale. Et les inégalités sont un peu partout. Donc, il y a les inégalités sociales, inégalités aussi financières. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, franchement, si nous voulons assurer des meilleures conditions pour les Africains d'une manière générale et pour tous les humains d'une manière générale, c'est demander à tous les pays à valider que la santé est un droit universel et que la couverture sociale doit être aussi universelle. Je dirais aussi, en tant que chef d'entreprise, que nous avons aussi besoin d'intégrer les femmes. Il faut qu'aussi les femmes, elles poussent comme des panélistes l'a bien spécifié. Il ne faut pas qu'on attende qu'on nous prenne la main. On a besoin aussi nous-mêmes d'aller vers et demander et d'exiger que nous, on soit impliqués dans toutes les discussions, qu'on soit impliqués dans toutes les tables rondes et qu'on soit aussi des membres actifs pour parler de notre situation et pour dire que aussi nous avons besoin d'intégrer donc cette couverture universelle. Et peut-être je continuerai à dire que la communication et l'information, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, aujourd'hui nous avons besoin peut-être d'accélérer ce processus par des spots publicitaires, par des communications dans les régions rurales et pour franchement accéder à ces droits de santé, parce qu'on peut pas parler de paix, on peut pas parler de stabilité, on peut pas parler d'un épanouissement personnel si on est fatigué, si on est malade, si on n'a pas le droit aux soins. Donc, on peut pas. C'est un élément essentiel si nous voulons franchement avoir une stabilité dans un pays, si nous voulons avoir la prospérité dans un pays, nous avons besoin d'avoir un cadre convenable, un cadre de vie convenable où nous tous on a accès à l'éducation, à la santé, aux loisirs et aussi l'accès à la science. Aujourd'hui, même je prends toujours le cas de la Tunisie, nous avons la majorité des étudiantes en médecine, pharmacie, tout ce qui est paramédical, la majorité sont des femmes. Celles aussi qui sont sur le terrain, ce sont des femmes, mais en contrepartie, ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette couverture de santé. Donc, il y a ce dilemma de pourquoi on est sur le terrain, on travaille, on bosse, mais lorsqu'il s'agit d'accéder à un droit naturel, on ne l'a pas. Donc, c'est pour ça, moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une political will, nous avons besoin de la volonté des politiciens pour encourager à ce qu'il y ait aussi bien pour les entreprises, dans les entités publiques, qu'il y ait cette éducation, cette information et qu'il y ait cette couverture universelle. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Ouidet Benchallaoui. Parfaitement sur le sujet
effectivement de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil de cohésion sociale et l'importance dans la construction de la paix, de l'accès des populations les plus pauvres, des populations des régions les plus déshéritées et en particulier des femmes aux services publics et en particulier aux services de santé, et donc de voir vraiment la couverture santé universelle comme un outil de paix et comme une construction institutionnelle vers cet objectif de la paix. Nous passerons maintenant à notre dernière panéliste et nous avons avec nous aujourd'hui Madame Vanina Laurent-Ledru, qui est la directrice générale de la Fondation Sanofi et qui est responsable de la Fondation Sanofi, le collectif Sanofi, qui a pour mission de créer un avenir plus sain pour les générations à venir, en catalysant les initiatives de santé publique et en tirant parti de la philanthropie de Sanofi, en pilotant sa stratégie de don de médicaments. Donc, Madame Ledru, vous avez donc œuvré pour la santé dans le secteur public et dans le secteur privé. Vous avez été auparavant, vous êtes avocate de formation, vous avez travaillé à l'Alliance mondiale des vaccins et à l'association professionnelle Vaccines Europe. Et vous avez contribué à la réalisation d'avancées de santé publique significatives en tant que femme leader motivée. Pouvez-vous nous parler de ce que vous faites aujourd'hui et comment vous pensez pouvoir encore contribuer mieux à la couverture santé universelle? Merci beaucoup, Dr Souka, et c'est un honneur pour moi que de rejoindre ce panel et les propos qui ont été tenus contribuent tous déjà à l'avancée de cette couverture santé universelle, j'espère directement. Donc, en effet, je suis venue à Dakar parce que la Fondation S que je dirige, donc la fondation du groupe Sanofi, souhaite prendre sa part pleine et entière pour améliorer, pour promouvoir, pour étendre cette couverture santé universelle. Alors, Foundation S en anglais, et donc cette nouvelle entité de philanthropie du groupe, nous travaillons sur 4 objectifs. Le premier, c'est améliorer la prise en charge du cancer des enfants. Le deuxième, sur les maladies tropicales négligées, notamment l'élimination de la maladie du sommeil en Afrique, grâce à un nouveau traitement que nous allons sortir avec DNDi. On travaille aussi sur tout ce qui est aide humanitaire, notamment en cas de catastrophe naturelle. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, il va être clé aussi pour l'accès des femmes, notamment, à une meilleure santé. Et ce sujet, c'est l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, avant de vous en parler un tout petit peu plus en détail, les propos que vous avez tenus ici, chers panélistes, me font penser à plusieurs éléments. D'abord, on a parlé de la vulnérabilité des femmes. On a parlé de la vulnérabilité des femmes, que ça soit malheureusement sur leur corps et sur l'atteinte notamment à la santé maternelle qu'on a vu ici en Afrique, où encore la moitié de la mortalité maternelle du monde se trouve en Afrique. On a parlé de la vulnérabilité des femmes pour l'accès à des positions de leadership. Mais on a aussi évoqué que les femmes, bien sûr, ne sont pas que vulnérables, elles sont aussi extrêmement puissantes. Elles sont puissantes d'abord dans leur foyer. Nous sommes toutes, chères mesdames, ministres de la Santé de notre famille, très, très, très souvent. On a vu aussi que les femmes étaient puissantes dans leur communauté, parce qu'elles sont en charge des problèmes d'accès à l'eau, de la nourriture, elles doivent constamment repousser les limites. Et puis enfin, j'y viens, puissante aujourd'hui, parce que le changement climatique et ces changements apportent un nouveau lot de problèmes sur lesquels les femmes sont souvent les mieux placées pour y répondre. Ce qu'on voit déjà, c'est que les femmes sont les premières concernées par l'impact du changement climatique sur leur santé, que ce soit par des vagues de chaleur qui, hélas, causent plus de fausses couches, que ce soit par des virus. On a tous pensé au Zika, au chikungunya, mais aussi la dengue, tout simplement, qui, bien entendu, cause de plus en plus de problèmes lors des grossesses, le paludisme qui continue aussi de s'étendre. Donc, les femmes sont puissantes parce qu'elles peuvent aussi trouver vraiment des solutions dans leur communauté déjà pour remédier à cet impact. Mais aujourd'hui, on voit que seulement 1% des financements multilatéraux du changement climatique
vont à des programmes de santé. Et donc, ceci me fait dire qu'on a absolument un rôle ici, tous ensemble, à jouer pour libérer plus de financements qui puissent aller vers des programmes de santé, parce que le moment est vraiment venu non seulement de réduire les émissions, mais aussi de financer l'adaptation au changement climatique, de financer les communautés qui sont les premières impactées par ce changement climatique et son impact sur la santé. Et donc, c'est ça que Foundation S, la fondation du groupe Sanofi, souhaite contribuer à financer. La philanthropie peut jouer un rôle clé dans l'amorçage. Nous sommes bien conscients des limites du financement philanthropique, mais nous sommes vraiment venus ici pour dire qu'il faut travailler en partenariat public-privé, il faut travailler pour financer des solutions communautaires, il faut travailler pour financer des études qui vont démontrer l'impact des solutions. Est-ce que les problèmes ont été déjà sûrement assez bien étudiés? Quelles solutions faut-il promouvoir? Quelles solutions faut-il étendre? Et puis enfin, nous sommes ici aussi parce que nous avons besoin de tous travailler ensemble pour améliorer le plaidoyer autour de cette question du changement climatique et de son impact sur la santé. Donc, les femmes ont toute leur place dans cette thématique. Elles sont souvent, encore une fois, les premières qui s'en saisissent. On a parlé du docteur Awa-Marie Kolsek qui nous a rassemblés ici sur ce panel. Les discussions que nous avons pu avoir ici au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique nous montrent que vraiment les femmes leaders ont pris aiguisément conscience de l'importance d'améliorer encore une fois l'adaptation et l'importance aussi de se faire porte-voix des problèmes des communautés dans tous les forums internationaux. Donc, j'espère que de plus en plus encore une fois, de solutions vont pouvoir se dégager de nos discussions et que voilà, nous prendrons une part pour le financement. Nous allons travailler sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est avec des accélérateurs régionaux. Le deuxième, c'est avec un appel à projet pour vraiment financer l'échelon communautaire et s'assurer encore une fois qu'on repère les bonnes solutions. Et puis, nous mettrons aussi de côté une réserve de financement pour des projets d'innovation sociale qui ont du mérite, mais qui ne sont pas encore suffisamment matures pour pouvoir accéder à des financements, capitalistiques classiques. Nous avons mis en place par ailleurs un fonds chez Sanofi de 25 millions d'euros sur 5 ans pour ensuite pouvoir transitionner ces projets d'innovation sociale qui mériteraient vraiment d'être poussés, d'accéder à d'autres financements. Et donc voilà, on essaie de créer ce continuum vertueux pour bien entendu, soutenir des femmes leaders dans la santé globale qui trouveraient des solutions, mais aussi étendre de façon plus large l'accès aux soins. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, leadership féminin dans le secteur public, leadership féminin dans la politique, leadership féminin dans le secteur privé, leadership féminin dans la science. C'est vraiment la conclusion de ce premier tour de table. Et vraiment, je retiens l'importance de ce thème, qui est d'avoir vraiment des femmes à la table dans tous les secteurs clés de la couverture santé universelle, et que le leadership féminin a des particularités qui sont importantes. C'est vraiment la moitié de la population. Il y a des perspectives différentes qui sont liées à leurs expériences de vie, à leurs expériences familiales, à leurs expériences sociales et sociétales qui sont parfois, elles sont souvent confrontées à des pratiques qui les limitent dans leurs ambitions et dans leurs actions. Et donc, ce leadership féminin est absolument critique pour avancer cet agenda de la couverture santé universelle. Mais pour aller plus loin, je passe le bâton à Madame la ministre Raymonde Goudou-Cofi, qui va approfondir la discussion avec nos panélistes. Merci Agnès. Merci Agnès. Effectivement, nous allons donc aborder assez rapidement, parce que quand je regarde le temps, le sujet est tellement intéressant. Je souhaiterais bien entendu qu'on ne puisse pas trop déborder pour permettre, bien entendu, de pouvoir échanger avec les personnes présentes. Donc, Monsieur El Hadj,
Je m'adresse à vous en premier. Je voudrais déjà vous remercier pour votre leadership, hein. Vous êtes une personnalité très connue. Et en dehors du fait que vous êtes le président de la Fondation Kofi Annan, on oublie souvent que vous avez dirigé la Fédération des Croix-Rouges et Croissants-Rouges. Et je voudrais vous demander, Eladj, comment est-ce que vous voyez ce partage avec les femmes? Quelle est la place donc des femmes? Quel est le leadership des femmes dans la communauté? Quelle est leur place réelle? Comment elles peuvent contribuer, n'est-ce pas, à faire passer le message et demander donc aux femmes de s'investir dans cette couverture sanitaire universelle? Merci beaucoup, Madame la Ministre. Travaillant dans le domaine humanitaire, on se retrouve souvent dans des situations qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal d'être témoin d'une famine. Donc, de voir des enfants mourir de faim, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans des situations liées au changement climatique. Donc, la sécheresse force des femmes à faire des kilomètres et des kilomètres pour rentrer à la maison avec un seau d'eau. Ce n'est pas normal non plus que dans des situations de guerre, donc, où nous sommes appelés à travailler souvent, donc, parce qu'il y a la multiplicité et la diversité des conflits, que les enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui reste enfin, donc qui unit les gens? Et je peux vous dire que dans ces situations qui ne sont pas normales, souvent et très souvent, la seule chose que la communauté a ensemble, c'est peut-être un poste de santé, donc où les gens vont se soigner. Et il n'est pas rare dans ces communautés, quand les gens se présentent donc, dans les groupes de femmes, elles se présentent les unes les autres comme étant des membres d'une même famille. Ah, nous sommes parents, on est très, très, très liés. Ah, ouais, celle-là, on est parents depuis très longtemps, on est depuis des générations. Et curieux, tout souvent, je dis, mais quel est votre lien de parenté exactement? Ah oui, oui, nos enfants sont nés dans la même clinique. Nos enfants sont nés dans le même poste de santé. Et c'est ce qui donc ressort comme le lien de parenté le plus fort. Et souvent, quelles sont les personnes qui racontent ces histoires? Donc, ce sont les femmes, parce que dans des situations où ce n'est pas normal, donc les hommes en temps de conflit sont soit au front, ou bien ils sont en exode, ils sont souvent donc dans l'émigration. Et donc, c'est les femmes qui sont chefs de foyer, donc c'est les femmes qui sont chefs d'entreprise, les femmes qui entretiennent donc tout le réseau social pour maintenir une sorte de normalité, même dans ces situations donc, qui ne le sont pas. Et je puis vous dire, et chacun d'entre nous donc, qui a fait l'expérience donc, des zones de conflit ou bien donc, de désastres humanitaires, quelle que soit la rapidité d'intervention que l'on a, quelle que soit vraiment la diligence qu'on a, on y arrive, même si c'est 1 heure de temps après le choc, on trouve toujours des gens qui sont déjà là et qui commencent à prendre soin des uns et des autres. Et qui sont ces gens-là? Donc, ce sont les femmes qui partagent les dernières ressources du grenier, ce sont les femmes qui parfois se mettent nues pour couvrir avec les dernières pagnes qu'elles ont, donc le bébé qui vient de naître dans un camp de réfugiés. Et donc, ce sont celles-là qui se retrouvent être les acteurs de première ligne. Et ça, c'est juste un constat. Donc, on n'a rien fait pour, on n'a pas fait de women empowerment, on n'a absolument rien fait. On a juste constaté que c'est ça le fait. Travaillant dans la Croix-Rouge, donc qu'est-ce qu'on a eu également? Nous avons 15 millions de volontaires de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, 15 millions. Et encore une fois, la majorité, c'est des femmes. Ils sont au front dans les situations qui sont les plus difficiles. Donc, quand souvent nous parlons donc du leadership féminin,
D'abord, nous devons être très humbles, reconnaître qu'on n'a rien fait pour, on n'a fait que constater. Deuxièmement, on doit aussi reconnaître une chose, et je voudrais vraiment qu'on attire l'attention de tous là-dessus. Donner du pouvoir aux femmes, donner un espace aux femmes, ce n'est pas souvent une faveur qu'on fait aux femmes, c'est plutôt une faveur pour la société et pour la communauté. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, je crois que tout le concept d'empowerment doit être revu un peu. Et ça, nous devons le faire avec aussi beaucoup d'humilité, encore une fois. Parce que s'il s'agit de déplacer tout le fardeau et de le mettre sur les épaules des femmes, on va les noyer, on va les écraser. Soit c'est bien beau de dire, oui, bon, il faut donner la force aux femmes, il faut leur donner donc les moyens, il faut leur donner la terre, il faut leur donner les moyens de cultiver, il faut leur donner maintenant le microcrédit qui, par hasard, c'est 20% ou 25% d'intérêt à repayer. Il faut maintenant qu'ils les mettent dans les associations. Mais on ne fait absolument rien donc, dans le cadre social pour réduire les autres charges et les autres fardeaux. Donc, on fait tout cela, on se retrouve à la maison, on a les mêmes charges domestiques, on a les mêmes responsabilités. Mais où est-ce qu'on aura le temps d'être femme, tout simplement, ou bien d'être un humain? Je pense que ça aussi, donc, il faut qu'on réfléchisse. Travaillant à l'UNICEF pendant plusieurs années, nous avons fait beaucoup d'efforts à l'époque pour l'éducation des filles. Et j'ai contribué modestement et je continue à être un avocat pour ça. Mais il ne faut pas qu'on laisse aussi les jeunes et les garçons en rade. Parce que la plupart des problèmes des jeunes filles et des femmes que nous avons aujourd'hui sont liés au comportement, quelque part, donc des hommes et des jeunes hommes en particulier. Si les comportements et les attitudes ne changent pas à ce niveau, nous aurons vraiment d'énormes difficultés. Et donc, ça ne sert à rien actuellement. Dans une société, on aura donc des femmes intelligentes, puissantes, faisant preuve de responsabilité, de diligence et de leadership, et à côté, donc des hommes qui n'ont rien que leurs muscles donc pour s'exprimer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Les violences domestiques, les violences sexuelles, la drogue et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'encore une fois, nous devons, dans une démarche qui soit participative et en partenariat, considérer que nous sommes une et unique humanité que nous partageons, et donc que personne ne soit laissé en rade. Et dans ce concert, donc les femmes ont absolument un rôle à jouer, et parfois en surnombre dans les situations qui ne sont pas normales. Et c'est là où peut-être l'appui supplémentaire doit être apporté en termes de soutien, en termes d'accompagnement et en termes également aussi de respect tout simplement, bon, et pour créer la confiance nécessaire pour un bien-être commun. Je vous remercie. Eladj, merci infiniment. On aura envie de vous écouter pendant des heures par rapport à toute cette expérience que vous avez cumulée pendant des années. Et vous avez dit que vous placez les femmes au cœur donc de la communauté et leur leadership dans la gestion des conflits. Effectivement, il faut reconnaître également le pouvoir entre griffes des femmes. Et bien entendu, ce n'est pas une faveur que de le dire. Et je rebondis par rapport à cela en vous disant que nous avons une autre de nos panélistes, le docteur Magda Robalo, qui a été présentée tout à l'heure comme la directrice générale mondiale de Women in Global Health, ancienne ministre de la Santé en Guinée-Bissau. Docteur Magda Robalo, après avoir écouté Eladj, j'ai envie de vous poser la question, mais enfin, vous avez cette organisation qui prime les femmes pour leurs actions remarquables à l'accès aux soins et à la prévention du volet de la CSE. Voulez-vous nous parler très rapidement, nous dire un peu qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui justifie que vous primez ces femmes, voilà, par rapport à ces bonnes pratiques? Quelles sont ces bonnes pratiques qui justifient justement ces distinctions? Merci beaucoup, Madame la Ministre. Women in Global Health organise depuis 5 ans ce qu'on appelle les héroïnes de la santé, justement une soirée de gala qui est organisée pour célébrer
ces femmes-là que mon grand-frère Eladj Assi vient de mentionner, celles qui sont en première ligne, souvent oubliées, qui donnent les premières réponses dans des situations difficiles et qui souvent ne sont pas connues, ne se retrouvent pas dans des panels ou dans les premières pages des journaux, mais qui font un travail remarquable. Ce sont des sages-femmes, ce sont des agents de santé communautaire, ce sont des volontaires pour la sensibilisation sur le VIH-Sida. Ce sont des femmes qui ont créé des petites organisations pour aider au niveau communautaire. Donc, les héroïnes de la santé, c'est ces femmes-là qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui font un travail de leadership remarquable au niveau auprès des communautés. Elles sont identifiées par plusieurs organisations de la société civile qui travaillent dans les zones les plus reculées. Elles sont nommées. Ensuite, il y a un processus de sélection et il y a une soirée où on leur donne, on leur remercie, on leur reconnaît, on leur félicite et on leur donne l'opportunité d'être dans la scène, de nous expliquer la passion, la motivation et l'énergie qu'elles ont pour continuer à travailler malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Cette dernière session de héroïne de la santé, nous avons eu le plaisir d'avoir Madame le ministre Awa Kolsek avec nous pour cette célébration, pour dire que c'était l'une des plus importantes, disons, événement que j'ai eu à organiser et qui m'a donné énormément de plaisir parce que ça m'a permis de connaître des femmes qui font des choses incroyables avec pas de moyens du tout, qui sacrifient leur temps et je trouve que le temps que j'ai passé en tant que Global Managing Director de Women in Global Health pendant que la directrice exécutive était en congé de maternité, c'était vraiment une opportunité pour moi de découvrir des vraies championnes de la lutte pour une meilleure santé en Afrique, en Asie et dans des coins les plus reculés du monde et qui font un travail remarquable, comme je dis. Madame le ministre, permettez-moi de dire que si on veut véritablement atteindre la couverture sanitaire universelle, il faut que les femmes soient placées au centre des politiques des gouvernements. Tant que la femme continuera d'être la face de la pauvreté, surtout maintenant avec les multiples crises que nous avons, il sera difficile d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Et il faudrait que on regarde notre système de santé comme une industrie, par exemple l'aviation. Si le pilote ne vient pas, l'avion ne décolle pas. Si les hôtesses de l'air ne sont pas là, s'il n'y a pas le carburant, l'avion ne décolle pas. Si les passagers ne viennent pas, l'avion ne décolle pas. Souvent, on amène le pilote, on oublie les autres composantes qui font que l'avion puisse partir. Et il faut qu'on arrête de regarder nos systèmes de santé à des petits morceaux. Aujourd'hui, c'est sida, tuberculose, paludisme. Demain, c'est les pandémies. Il faut qu'on travaille dans l'ensemble du système pour que on puisse mettre à contribution, valoriser le travail des femmes et que nous puissions véritablement arriver à une couverture sanitaire universelle qui va faire décoller nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez donc précisé qu'il était important de reconnaître le travail des femmes. Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit souvent que celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier. Ça veut donc dire que le devoir de reconnaissance doit être présent
dans nos esprits en permanence et c'est ce que vous faites. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici qu'il faut continuer de nourrir nos femmes, il faut reconnaître le travail qu'elles font. D'ailleurs, ceci l'a dit tout à l'heure et là, je l'ai dit et je pense que nous sommes toutes d'accord sur ce plateau que pour aller de l'avant, il faut reconnaître le travail qui est fait et cela permet bien entendu de créer une saine émulation parmi toutes les communautés. Alors, Madame Vanina Laurent-Ledru, je voudrais vous dire que j'étais particulièrement intéressée par la contribution de la Fondation Sanofi en termes de prise en charge ces différentes maladies et autres. Alors, moi, j'ai envie vraiment de vous poser une question qui a trait à l'apport, n'est-ce pas, que vous donnez donc, au soutien que vous apportez aux femmes à travers donc votre fondation, la Fondation Sanofi, que je connais très bien d'ailleurs. Mais je voudrais dire, quand vous avez abordé le sujet du changement climatique, quels sont les conseils donc, que vous donnez aux femmes réellement, parce que vous avez cité tout à l'heure plusieurs réflexions qu'on pourrait porter par rapport donc au changement climatique. Alors moi, je vous pose une question bien précise. Quels sont les conseils que vous donnez aux femmes par rapport justement à ces changements climatiques qui impactent énormément sur le quotidien de nos femmes, que ce soit au niveau urbain ou que ce soit au niveau rural? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, des conseils, je ne me permettrai pas devant cette Assemblée de donner des conseils, mais par contre, peut-être soulever deux points de santé publique qu'on voit monter et qui sont très importants. Le premier, c'est tout ce qui est la problématique de la cuisine qui est faite aujourd'hui beaucoup encore au charbon de bois ou avec des substances nocives et qui cause pollution de l'air, mais aussi des grands problèmes de santé publique. Donc, inviter aussi tous ceux qui travaillent vraiment, qui sont en poste de décision sur des initiatives de santé publique, de regarder avec attention ce problème-là. Il existe aujourd'hui des solutions technologiques pour avoir des fours solaires ou des fours qui fonctionnent de façon différente sans causer cette pollution de l'air à l'intérieur des foyers. Donc, c'est la première thématique qui me vient à l'esprit, hein, plutôt que des conseils. Et puis, la deuxième, bien entendu, c'est l'accès à l'eau. Nous finançons bien des programmes, par exemple au Kenya, pour aider des femmes, pour justement réduire le cheminement quotidien pour avoir accès à l'eau. Il existe là encore des solutions technologiques innovantes. Il existe des solutions basse technologie toutes simples aussi. Il faut vraiment arriver à financer les deux. Je pense que le docteur Souka pourra en parler bien mieux que moi sur le financement de solutions. C'est vraiment ce qu'on voit. Mais peut-être revenir, si vous me le permettez, sur cette question du leadership féminin. Moi, vous l'avez rappelé, j'ai travaillé à la fois dans le secteur public chez Gavi, dans le secteur privé, dans l'industrie et différentes sociétés. Mais ce que je constate dans les deux cas, c'est que les femmes sont quand même particulièrement sur-mentorées et sous-sponsorisées. Et je pense qu'il faut, Monsieur El Hadjassi l'a rappelé, il faut arrêter de vouloir charger la mule et demander toujours plus aux femmes d'être dans des rôles de responsabilité et de voir finalement gérer une vie publique, une vie privée et puis une vie communautaire en sus, notamment ici en Afrique. Il faut vraiment s'assurer qu'on puisse promouvoir des talents féminins, du leadership féminin qui s'exerce en les mettant dans des positions de responsabilité, en n'attendant pas 10, 15, 20 ans d'avoir des preuves de ce leadership qui passerait par un cheminement classique vers des postes à responsabilité. Et moi, je pense qu'il suffit d'attendre. Les talents, ils existent à tous les âges, ils existent dans toutes les couches de la société, ils existent sur tous les sexes. Et donc, il n'y a pas besoin de vouloir, encore une fois, accompagner toujours cette libération de talent sur la durée. Donc, c'est peut-être la première chose que je constate. Et puis, docteur Magda Rolalo l'a rappelé, dans un monde en polycrise, je pense qu'aussi, il ne faut pas délaisser l'éducation. Et là encore, c'est quelque chose qui nous importe énormément. L'éducation, oui, des filles, mais elle commence en fait par celle des garçons, elle commence par celle des hommes. Dans les sociétés privées, on travaille beaucoup maintenant sur prendre conscience de ses biais, s'assurer que ceux qui sont en position de responsabilité, qu'ils soient hommes ou femmes, prennent conscience de l'importance de la diversité. Toutes les études McKinsey le rappellent chaque année. Des entreprises,
les systèmes de santé qui sont divers, ils sont plus performants tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à injecter cette éducation très tôt, mais tout au long de la vie? Il ne suffit pas de se dire que à partir du moment où un jeune garçon ou une jeune femme a terminé ses études, c'est fini. C'est vraiment aussi cette deuxième expérience que je retire de mon parcours que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, je vois que oui, je reprends donc mes fiches. Bonjour, donc si je ne m'abuse, c'est bien le docteur Koracha Abdul-Karim, c'est ça. Merci d'être revenu avec nous. Nous avons une deuxième série de questions et à vous, je précise que vous êtes une des porte-paroles du mouvement pour les jeunes femmes. Entendez par là sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, que vous appelez les STEM. Alors, quelle pourrait être la valeur ajoutée que ces jeunes femmes pourraient apporter dans la course pour l'atteinte de la CSU? N'oublions pas que vous avez axé vos actions sur les jeunes femmes. Et tout à l'heure, nous avons écouté Dr Mogda qui nous a mis l'accent sur donc, le travail des femmes, la reconnaissance du travail des femmes dans ce milieu très difficile au niveau donc la couverture maladie universelle. Quelle est la prise en charge de ces femmes et leur contribution? Et là, vous avez axé vos actions sur les jeunes femmes. Pourriez nous en parler? Thank you very much, Chairperson. Excuse me. So I think the other speakers, and in the first session, we heard about the critical and central role that women are playing in terms of healthcare delivery within the formal setting, but also in terms of the informal in the households, in society. And also, I think in medicine, we've seen not only women playing a role in terms of service provision at multiple levels and in multiple roles, but also contributing to research. But what we see in the fields of technology, engineering, mathematics, that women are underrepresented. So we've made much progress in medicine of ensuring women's voices and women's participation and contributions, but the technology, engineering, and mathematics remain important gaps. And part of it is what a previous panelist has said. We don't see women as important role models in these spaces. There remains a gap. And we've seen the importance of co-knowledge creation. Women are already finding solutions to many of the social challenges that face us. They don't get recognition for it. It's not acknowledged. It's not resourced and not invested in adequately. And by encouraging women to take up these sciences as professionals, it gives them an opportunity for co-knowledge creation in the space and to find solutions to the societal challenges that face us. And there are many of our challenges are a reflection of structural and cultural and other issues that are underpinning what we have. There is an opportunity with engineering and technology to leapfrog our societies, to bridge some of the underlying inequities that exist, and by women contributing equally to that and prioritizing what are the problems facing our societies, what are the problems facing our communities. In Africa, we really do have an opportunity to reclaim some of the grounds in terms of the inequalities and inequities that not only undermine the full development of women in Africa, but the development of all people in Africa and indeed vulnerable populations across the globe. So this is about playing their role in terms of finding solutions, in ensuring a more inclusive knowledge generation process, of ensuring that the innovations are relevant and appropriate for the challenges that are facing us, and
by bringing everyone together, we're not losing out from the contributions that 50% of our societies can make. And so that synergy of a more inclusive knowledge generation process, a more inclusive finding of ways to fast track us will enable us to bridge the gaps between those who have and those who have not in a much more rapid pace. Thank you. Je voudrais vraiment vous remercier pour le point que vous avez soulevé sur la question des inéquités. C'est extrêmement important de pouvoir très tôt, à partir de notre jeunesse, permettre à nos jeunes de s'intéresser donc aux sciences, qui sont bien entendu l'avenir, et permettre ainsi à ces jeunes femmes de devenir des femmes plus tard, capables donc de s'intéresser à la vie pratique, politique, économique, sociale, culturelle et scientifique de notre monde. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais donc revenir à une personnalité que nous connaissons tous, qui a été donc en 2015 prix Nobel donc je cherche mes papiers toujours, que je me retrouve. Voilà, Madame Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix en 2015. Alors, la question que je souhaiterais vous poser, après vous avoir entendu tout à l'heure, c'est comment une femme prix Nobel de la paix africaine peut-elle impacter dans son environnement pour créer dans nos pays cet environnement de paix, de stabilité et permettre ainsi à la femme de pouvoir accéder aux soins. Je pense que vous êtes habilitée à répondre à cette question en tant que femme leader dans le monde du secteur privé, mais également dans le monde économique. Merci à vous, Madame la Ministre. Moi, je pense que nous avons besoin de changer un peu les mentalités. Il faut que les femmes soient conscientes qu'elles ont la capacité, qu'elles ont le savoir-faire pour accéder à des postes de leadership. Ça, c'est très important parce que là, c'est un comportement personnel, c'est une émancipation personnelle. Il faut se dire que nous, en femmes, nous sommes capables d'accéder à ces postes-là, nous avons les capacités, il faut le faire sans aucune crainte. Même si dans notre vie, on arrive à échouer, on tombe, il faut savoir se relever. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut changer les mentalités. Les mentalités chez nous, d'une manière générale, dans les pays africains, on a toujours, on oublie parfois que la femme a sa place dans la société et donc toujours elle est en back office. Aujourd'hui, il faut changer la mentalité avec la mixité, avec l'égalité dans les salaires, avec l'égalité des chances dans l'accès dans certaines positions de leadership dans les entreprises, que ce soit privées ou publiques. Donc cette mentalité doit se faire dès le premier âge dans les écoles, dans les universités, pour dire aux enfants et à la future génération que oui, c'est possible d'avoir votre sœur, je sais pas, une amie, une collègue, qui soit aussi votre chef hiérarchique. Il faut donc ce changement de mentalité, ça permettra d'accepter et de créer un autre environnement dans nos entreprises plutôt. Et puis, avoir aussi des role models. On a besoin d'avoir, parce qu'on a besoin toujours, nous peut-être en tant qu'être humain, on a toujours envie de s'identifier à quelqu'un. Donc, si on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi, qui ont dépassé ce cap un peu d'intimidation, de peur, d'accéder à certains postes, ces rôles modèles, ça permettrait aussi que ce soit comme quelque chose qui pousse les jeunes filles à se dire, voilà, elle a réussi, pourquoi pas moi? Donc ça, moi, je pense que c'est aussi important. Et puis, il faut, je répète tout le temps, il faut faciliter l'accès à des femmes
pour avoir des fonctions de leadership. Et là, c'est une volonté politique. Peut-être commençons par les quotas, commençons par toutes les égalités, commençons par le respect du Code du travail, commençons par le respect dans la Constitution, de mettre dans toutes les constitutions du monde que l'éducation, elle est obligatoire pour toutes et pour tous. Ça, c'est important. Le droit à la santé aussi, parce qu'on voit que les femmes souffrent beaucoup plus. Il y a beaucoup de femmes qui décèdent à la naissance de leurs enfants. Ce sont des femmes aussi qui privilégient le soin, privilégient de donner tout à leurs enfants plutôt qu'à elles. Et donc là, mais malheureusement, on tient pas compte que oui, c'est vrai, moi, en tant que maman, je privilégie mon enfant, mais j'ai besoin d'être en bonne santé pour pouvoir éduquer mes enfants et pour pouvoir aussi entourer mes enfants, donc être entouré par mes enfants. Donc ça, c'est important. Et puis, moi, je dirais, la paix. On ne peut pas avoir une paix durable dans n'importe quel pays s'il n'y a pas une stabilité économique, politique et sociale. Et cette stabilité sociale, c'est avec le respect des droits des uns et des autres. Donc, lorsqu'on on a tous ces droits, on peut vivre en harmonie dans une société, on se respecte, on se fait respecter, et puis il y a un état de droit. L'état de droit permet aussi de conserver et de sauvegarder une paix durable dans le pays. Moi, je dirais aussi, c'est pas inné, mais on apprend du jour en jour comment avoir cette perception, cette vision pour faire de son mieux. Moi, lorsque j'étais élue présidente du patronat tunisien, j'étais la première femme arabe à être élue à ce poste, j'étais élue par des hommes. Donc, je pense qu'ils n'ont pas vu en moi le sexe féminin, ils ont vu un peu la qualité, le leadership, le charisme. Ça, c'est ce que nous cherchons. Moi, je veux que les femmes qui soient leaders, qui soient à des postes bien déterminés, elles soient là aussi par leurs compétences. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 10 femmes qui n'ont pas de niveau. Moi, je veux que la femme soit désignée, nommée, puis qu'elle s'accroche pour avoir ce poste-là parce qu'elles ont du mérite. Et le mérite, on l'apprend sur le terrain, on l'apprend par cette ouverture, par des expériences. Et créer ce climat de paix en Afrique, on le voit. Même moi, je suis médiatrice et même au niveau des médiations, et lorsqu'il y a des conflits entre les pays, eh ben, malheureusement, il y a toujours la majorité d'hommes qui sont médiateurs, et on oublie d'intégrer les femmes en tant que médiatrices pour gérer les conflits, pour trouver des solutions à des conflits, bien que les femmes représentent la moitié de la population mondiale, et que les femmes sont les plus vulnérables lorsqu'il y a un conflit. Dans n'importe quel pays où il y a un conflit de guerre, n'importe quel conflit, quel que ce soit ce conflit-là, ce sont toujours les femmes qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus touchées, et malheureusement, on ne les intègre pas, on ne les implique pas dans ces cas de médiation, ce cas de processus de trouver la paix. Donc, c'est ça, il faut donner les chances aux femmes pour qu'elles soient impliquées et qu'elles décident aussi. Nous avons besoin de décider de notre avenir. Nous avons besoin aussi de décider de la stratégie et la vision de notre pays. Nous avons besoin d'être impliqués dans toutes les décisions parce que nous faisons partie de ce pays-là, mais aussi nous avons besoin aussi du savoir-faire, de la connaissance, de l'éducation, de l'échange et du respect. Voilà, donc moi je pense la paix, c'est quelque chose qui est réaliste. On peut avoir la paix, mais il faut avoir cette volonté pour réaliser cette paix. Merci à vous. Merci infiniment. C'était donc notre dernière intervenante. Alors, nous avons dépassé le temps imparti. Alors, je vais juste vous dire que nous avons donc parlé du droit à la santé. Nous avons parlé de la place des femmes au cœur donc, de la communauté. Nous avons parlé de la promotion des jeunes femmes dans les secteurs technologiques, industriels, médicaux et autres. Nous avons parlé de la reconnaissance, n'est-ce pas, et des efforts faits par les femmes, leur implication dans la couverture sanitaire universelle, et nous avons parlé, bien entendu, des femmes dans le changement climatique, quel est l'impact donc de ce changement climatique sur les femmes. Nous avons donc fini nos séries de questions. Vu que nous avons débordé un tout petit peu sur le temps, donc ce que je vais proposer, avec bien entendu l'accord de Bouba, juste donner la parole à 5 personnes, mais simplement s'il y a des compléments d'information ou alors quelques
juste quelques contributions, mais qui ne doivent pas excéder les 2 minutes. Nous savons que les femmes sont très consciencieuses et je voudrais vraiment qu'on prouve aujourd'hui à ce panel qu'effectivement, nous savons gérer le temps. Donc, nous prenons juste 5 questions. Voilà. Et Bouba, je pense que vous allez gérer. Ah bon, parfait. Donc, 10 minutes. Calculons Agnès et moi. Nous allons donc chronométrer. Il est 11h moins le quart, passé de 2 minutes. Et donc, à 11h moins 5, on doit pouvoir terminer notre panel. D'accord. Alors, Agnès, take a floor, please, pour les premières questions et je prendrai les autres. Voilà. Allez-y. Ok. Bonjour tout le monde. Merci à tous les panélistes pour leur présentation, leur explication. Et il y a eu beaucoup d'éclaircissements. J'ai une question, ce n'est qu'une question qui va surtout à l'endroit de Madame Vanina ainsi que du ministre Dr Magda. Vous avez parlé du soutien que vous apportez aux femmes qui entreprennent ou qui posent des actions novatrices pour améliorer l'accès aux soins. Moi, ma préoccupation en tant qu'étudiante, c'est de savoir s'il y a de telles actions aussi qui sont menées envers les étudiants. Parce que moi, pour ma part, dans mon université, je connais beaucoup d'étudiantes qui font quand même des choses significatives pour améliorer, même à petite échelle, l'accès aux soins, l'accès à la médication. Donc, est-ce que aussi, au-delà des professionnels de santé, il existe des actions que vous menez en soutien aux étudiantes qui ne sont pas forcément encore à un niveau de haut leadership? Merci. On va prendre les 5 questions en série. OK. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour toutes les importantes informations que nous avons reçues. Je voudrais saluer les panélistes, mais saluer particulièrement Madame la ministre, Dr Raymond Goudou. Je suis Madame Koné Solange de la Côte d'Ivoire. Je suis de la Fédération nationale des organisations de santé. J'ai apprécié toutes les informations données, mais je n'ai pas vu véritablement la place qui est faite aux femmes communautaires. Il est vrai qu'il y a eu des situations où on a dit, par exemple, qu'on a pu sélectionner des modèles qu'on a récompensés. Mais j'ai le sentiment que la part belle est faite à nous qui avons été à l'école, à nous qui avons une position, mais dans la communauté, je ne vois pas ce que nous faisons pour que justement à la base, même si on n'a pas été à l'école, qu'on se sente valorisé, qu'on puisse remonter avec nous, nos mamans qui sont nos femmes, qui font tellement de choses dans la communauté. Je pense par exemple à la médecine traditionnelle. Quand on fait les recherches, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne cela? Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment qualifiées en la matière. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez donné de fois. Bonjour. Je tiens à vous remercier. Ça marche? Je tiens à vous remercier, Madame la ministre, et tous les panélistes pour la qualité des interventions. On a beaucoup appris. Moi, je suis docteur Mélanger. Je suis expert en matière de protection sociale d'assurance maladie. J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité dans un organisme d'assurance maladie au Maroc. Et aujourd'hui, j'ai juste un éclaircissement, un apport par rapport au débat qui a sincèrement évoqué tous les points importants par rapport au leadership féminin et notamment son lien avec la couverture sanitaire universelle. Donc, je tiens à ajouter un point important, c'est d'avoir des réglementations strictes en matière de la violence en milieu de travail, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel en milieu de travail, parce que ce sont des points très, très importants, surtout au milieu médical. Surtout, moi, je souligne la violence au milieu de travail et parfois, on a vécu la période de la COVID et les femmes étaient bien les soldats de l'ombre dans le combat. On a dit que 70% des professionnels de santé sont des femmes
Et là, ils étaient pris entre la vie sociale et la vie professionnelle et ils étaient victimes de plusieurs problèmes psychologiques, de burn-out, beaucoup de choses. Et là, il faut, à mon avis, mettre en place, moi, quand j'étais à l'hôpital, vraiment pour annoncer un mauvais diagnostic ou un décès, c'était vraiment difficile. Il faut chercher la manière la plus adéquate, sinon la femme, elle est le premier victime d'une violence au milieu de travail. Et merci. Je pense qu'il nous reste une seule question pour pouvoir aborder les différentes réponses. Il y a une autre question? Plutôt une contribution. Une contribution, d'accord. Bonjour à tous. En- Je en- m'appelle minute. Solange May. Je suis Programme Manager Amref Health Africa. Donc, merci à vous, Madame la Ministre, et merci à tous ces panélistes-là. Je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui de ces échanges. Donc, ma contribution est surtout liée aux lois et politiques. Je pense que pour avoir un changement périn, durable, il nous faut aller vers un changement des lois et politiques dans nos pays. On ne peut pas avancer avec des lois et des politiques qui datent de 40 ans. Il n'est pas normal qu'une femme doive choisir à un moment de sa vie, qu'elle doive choisir entre sa carrière professionnelle et sa vie privée ou sa vie de famille, tout simplement parce que les lois et politiques en place ne lui permettent pas de mener comme il se doit sa vie professionnelle tout en bien gérant sa vie privée comme les hommes ont la latitude de pouvoir le faire. Et cela va jusqu'à la revue des curricula, des contenus des curricula de formation, des supports scolaires, parce que dans certains cas, il y a des biais dans ces supports qui sont comme un prolongement des stéréotypes et des normes socioculturelles qui sont discriminatoires par rapport aux femmes. Et enfin, je pense qu'il faut aller vers une harmonisation et une application des mécanismes et protocoles ratifiés au niveau régional. Si je prends l'exemple du protocole de Maputo, les États ont signé, ils ont ratifié, mais il n'y a pas une application, une mise en application. Et pourtant, l'application de ces protocoles et mécanismes pourrait vraiment nous aider à avancer dans ce processus-là. Donc, c'est ce que je voulais dire comme contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution. La dernière personne. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Oui. Excusez-moi encore. Professeur Mohamed Khaled Chouli, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. J'aimerais encore une fois vraiment remercier le comité d'organisation et faire le lien surtout entre les panels d'hier pour la jeunesse et le panel d'aujourd'hui pour la femme. Mais j'aimerais revenir sur les conditions spécifiques un petit peu des étudiantes africaines dans les universités africaines. Je crois que pour ne pas rester, à mon avis, dans un schéma de diagnostic des problèmes, nous avons la responsabilité quand même de sortir avec des recommandations et des solutions, à mon avis, lors de ce forum très important. Et j'aimerais, dans la mesure du possible, avec le programme du financement des solutions, de souligner l'importance des conditions des étudiantes en général, car nous avons des talents, nous avons des étudiantes brillantes dans les universités africaines en général. À mon avis, qu'il faut vraiment soutenir par des bourses, par des programmes de mobilité, par des programmes de cohésion, d'inclusion pédagogique, sociale dans les universités. Et à mon avis, c'est très, très important à ce que les organisateurs, tous les contributions du Forum Galien sortent vraiment avec des programmes spécifiques pour les étudiantes africaines dans les différentes universités africaines. C'est très important. Et surtout, encourager des programmes de la mobilité des étudiantes et des talents très importants donc, qui émergent dans notre continent africain. Je crois que c'est très important quand même de sortir des schémas du diagnostic et d'aller vers des solutions concrètes pour encourager vraiment l'émergence des talents féminins africains. Merci beaucoup. Agnès, je pense que le professeur vient de faire un plaidoyer qui répond tout à fait à la préoccupation de notre première intervenante qui demandait justement qu'est-ce qui était fait
pour les étudiantes. Alors, je vais juste demander à Magda, voilà, si elle peut nous dire, puisque vous vous intéressez à primer en même temps que la réponse de Madame Koné-Solange, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les étudiantes et qu'est-ce qui est fait pour les femmes en milieu rural? Très rapidement, vous avez 1 minute et demie. Merci. Je commence rapidement par corriger le chiffre de l'écart de salaire que je vous ai donné. J'ai dit que c'était 25%, c'est 24%. Donc, pardonnez-moi pour avoir ajouté 1%. Non, pour le moment, on n'identifie pas le travail que les étudiantes font en matière de soutien à des actions de santé. Les nominations qui sont reçues par Women in Global Health, c'est surtout des agentes qui sont sur le terrain, mais ce serait une bonne idée qu'on puisse aussi penser à des étudiants qui font des efforts. Pour répondre à la question sur la place des femmes communautaires, le travail qui est fait d'identifier les héroïnes de la santé se passe essentiellement au niveau communautaire. Donc, on essaie d'amener et de mettre en lumière les femmes agents de santé communautaire, les femmes qui travaillent vraiment dans les zones les plus reculées, dans des conditions les plus difficiles pour valoriser leur travail. Ça fait une poignée de femmes par rapport à toutes celles qui font beaucoup chaque jour partout dans nos pays. Nous comprenons aussi que c'est une petite goutte d'eau, mais c'est une façon de les remercier pour ce qu'elles font. Madame le ministre, permettez-moi juste pour terminer, protocole de Maputo qui n'est pas mis en application, je pense que c'est à nous d'aller voir nos députés. C'est une question de redevabilité, d'aller voir nos gouvernements et exiger que les lois qui sont passées, qu'elles soient mises en œuvre. Il faut qu'on se lève et qu'on fasse notre travail. Merci. Merci infiniment. Juste rajouter que beaucoup de choses ont été faites. Hein. Pour nous qui avons commencé depuis très longtemps, il y a eu de grandes avancées dans la prise en compte des femmes, au niveau des textes de loi, au niveau des arrêtés. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut continuer de travailler. Monsieur Si? Très brièvement, quelques points. Moi, je pense que c'est tout à fait inacceptable qu'on continue de parler aujourd'hui de l'égalité dans les salaires. Je n'ai pas à ma connaissance une loi qui dit il faut payer tant pour un homme et tant pour une femme. Mais c'est dans la pratique que ça se fait. Je pense que nous avons tous une responsabilité que ça ne se fasse pas, tout simplement. Je pense que, honnêtement, bon, nous tous qui avons été dans des postes de responsabilité, comment, au nom de Dieu, pouvons-nous accepter qu'il y ait des différences donc, de traitement de salaire? Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Je crois que c'est aussi la même chose qui nous interpelle, nous qui avons tous été dans des postes de responsabilité et de leadership. Bon, quand nous disons d'une part que nous voulons que des jeunes viennent nous rejoindre, que des femmes viennent nous rejoindre au niveau donc, des postes de leadership, mais regardez bien les annonces de vacances de poste ou bien les job descriptions. On vous dit qu'il faut 25 ans d'expérience, il faut parler 3 langues, OK? Il faut avoir une expérience continue. Non, pas 5 ans, on arrête et puis bon, on reprend, donc continue. Donc, il ne faut jamais tomber enceinte, il ne faut jamais avoir d'autres problèmes. Et après, bon, comment peut-on avoir 30 ans et avoir 25 ans d'expérience et puis bon, être une femme et n'avoir interrompu, etc., etc. Et pourtant, nous signons tous en bas de page et puis bon, nous publions. Et je pense que ça, c'est des choses donc, concrètes que nous pouvons faire et que vraiment qu'on ne se retrouve pas à chaque fois dans des réunions en citant des statistiques qu'il y a des écarts dans les paiements de salaire parce que bon, si ça se passe, bon, on n'a pas de loi vraiment à critiquer, on n'a pas de loi à blâmer, on a tout simplement une pratique qui est de notre ressort, de nos responsabilités, qui est tout à fait inacceptable. Et quand nous faisons maintenant appel au talent, donc décrivons les postes de manière à ce que ça réponde effectivement à ce que nous voulons avoir et que nous n'excluons pas de facto, donc dans la description de ces postes, donc les femmes ou bien les jeunes que nous voulons
attraire donc à notre sein. Je vous remercie. Beaucoup. Merci pour ce mot de fin. Nous allons donc passer la parole également. Votre mot de fin, Madame Laurent Ledru. Oui, merci. Je voulais revenir sur la question des étudiantes. Alors, il y a en ce moment 2 appels à projets pour du financement sur la prise en charge du cancer des enfants ou sur les solutions communautaires pour l'impact du changement climatique sur la santé, et ça n'est pas fermé aux étudiants. Donc, en fait, quiconque peut et a un bon projet est bien entendu le bienvenu pour venir soumettre ses idées. Et puis, de toute façon, de façon beaucoup plus large, je voulais vraiment remercier les panélistes parce que cette question du leadership féminin, elle est essentielle et pour moi, elle est profondément liée à la façon dont on combine notre vie personnelle et notre vie professionnelle, et inviter vraiment tout le monde à réfléchir sur le fait que nous sommes tous en charge de 2 vies au moins et qu'il est essentiel de projeter ces 2 vies sur ce qu'on demande aux étudiantes, sur comment on accompagne les femmes dans les communautés et plus largement comment on continue aussi à les accompagner une fois qu'elles sont arrivées dans ces fonctions de leadership, puisque leur vie personnelle ne cesse pas et qu'on doit aussi penser à ça. Merci. Merci infiniment. Donc, nous avons tenté de rester un peu dans le temps supplémentaire qu'on nous a accordé. Je voudrais donc remercier Agnès, remercier tous les panélistes, et puis juste dire à Koné Solange que Gallienne Afrique, c'est également un prix dans les innovations au niveau de la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle. C'est aussi ça, Gallienne Afrique. Donc, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité, en tout cas, des interventions des panélistes, mais également pour vos différentes contributions et questions, et vous donner rendez-vous pour aussitôt le panel suivant. Merci Agnès, merci à tous, et donc à très bientôt. Et bravo à Gallienne Afrique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.